Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 août 2025 et notre ami l'ambassadeur Chas Freeman est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec vous, Nima. Permettez-moi de commencer par le défilé militaire en Chine. Nous avons appris par les médias chinois que le président russe va s'asseoir à la droite de Xi Jinping et Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, à la gauche de Xi. Que signifie cela en termes européens? Eh bien, cela est vraiment devenu un rassemblement pan-eurasien, c'est-à-dire les grandes puissances et les puissances mineures d'Asie, d'Asie centrale et ainsi de suite. Des personnes du Caucase, d'Azerbaïdjan, d'Arménie, etc. Et bien sûr, les voisins de la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Nord-Est, à l'exception du Japon. Le Japon n'apprécie pas le défilé, qui célèbre sa défaite il y a 80 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est quelque chose avec lequel les Japonais ont particulièrement du mal. Ils n'ont pas vraiment fait face aux actions de leurs ancêtres pendant cette guerre. Il est très difficile pour une société confucéenne de condamner ses ancêtres, et donc les dirigeants au Japon sont tous les petits-fils de personnes qui ont été jugées criminels de guerre ou soupçonnées de l'être. Quoi qu'il en soit, le défilé est un grand événement. Anyway, the parade is a big event. It is celebrating. On célèbre le rôle de la Chine dans la défaite de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les Russes ont tenu le front à l'ouest contre l'Allemagne nazie, et ainsi de suite. La Chine a immobilisé un nombre énorme de soldats japonais, et elle a perdu entre 25 et 35 millions de personnes lors du passage dévastateur des Japonais en Chine de 1931 à 1945. Il subsiste beaucoup de ressentiment envers les Japonais, car presque chaque famille du nord et du centre de la Chine a perdu des proches à cause des Japonais, parfois dans des circonstances particulièrement horribles. Nous avons récemment commémoré l'anniversaire du massacre de Nankin, où 300 000 personnes ont été décapitées, y compris des bébés et des femmes enceintes. Un exemple horrible de sauvagerie, avec lequel, encore une fois, les Japonais ont beaucoup de mal à composer. Ceci représente donc une sorte de courant contraire dans ce qui est autrement un rapprochement des peuples en Asie du Nord-Est. Nous assistons à la première visite du nouveau président sud-coréen, qui normalement aurait eu lieu aux États-Unis. Son premier déplacement à l'étranger a été au Japon. Étant donné l'histoire entre le Japon et la Corée, il s'agit d'un développement extraordinaire, qui signale l'émergence d'un nouvel ordre en Asie, dans lequel le Japon rejoint la Chine en tant que leader. Ainsi, le fait que le Japon ne soit pas présent à ce défilé est significatif. Je dirais ensuite, ou pour conclure, que ce défilé va mettre en avant les progrès incroyables réalisés par les Chinois dans le domaine de la science et de la technologie et leur application à l'armement. Nous comprenons que toutes sortes de nouvelles armes seront présentées, et cela constitue une déclaration selon laquelle la Chine a non seulement atteint la richesse, mais aussi le pouvoir dans sa région. J'ignore si l'ambassadeur américain sera présent dans les tribunes. Il y a eu une initiative des ambassadeurs d'Europe occidentale de ne pas assister à la cérémonie. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Je pense que c'est une erreur. Mais c'est le genre de geste mesquin auquel nous sommes désormais habitués de la part de personnes qui semblent avoir oublié que l'essence de la diplomatie est de ne pas se laisser troubler et de faire ce qui est juste et poli, quelle que soit l'opinion personnelle que l'on puisse avoir sur la signification de l'événement. Monsieur l'ambassadeur, lorsque vous parlez d'une sorte d'auto-isolement, c'est ainsi que je l'appellerais, ils essayent de s'isoler eux-mêmes. D'où cela vient-il? Ce n'était pas comme ça auparavant.
The American self-isolation has many causes. L'auto-isolement américain a de nombreuses causes. En partie, il s'agit de notre tradition d'isolationnisme, qui a atteint son apogée dans les années 1930, lorsque nous sommes restés à l'écart alors que le monde s'embrasait. La Grande-Bretagne a tenu bon pendant 2 ans, avant que les États-Unis ne rejoignent enfin la guerre contre les puissances de l'Axe. À cette époque, nous étions fermement décidés à ne pas conclure d'alliances contraignantes avec d'autres pays, à ne pas leur permettre de mener des actions prédatrices dans notre hémisphère, et en retour, à ne pas nous mêler de leurs affaires. C'était alors. Cela reste une tradition. La deuxième raison, bien sûr, c'est que nous avons eu des dirigeants extrêmement mauvais et une stratégie très défaillante dans toute une série de guerres sans fin. Des guerres qui n'ont aucun objectif convaincant, aucune stratégie pour y mettre fin et qui par conséquent se poursuivent indéfiniment. And therefore, which therefore go on forever. And the ridiculous nature of this. Et le caractère absurde de tout cela est peut-être le mieux illustré par l'Afghanistan, où nous avons mené une guerre pendant 20 ans, 2 décennies, et échoué totalement dans toutes les missions que nous avons entreprises. Le but de cette intervention, soi-disant, était de prévenir les attaques terroristes et de les punir. Eh bien, nous nous sommes retirés d'Afghanistan il y a 4 ans. Il n'y a eu aucune attaque terroriste depuis. Cela suggère donc qu'une stratégie complètement différente, des raids associés à la menace de nouvelles interventions pour punir les terroristes, pourrait fonctionner tout aussi bien, voire mieux, que d'entrer réellement et d'occuper un territoire. Ceci est pertinent pour un endroit comme la Syrie. This is relevant to a place like Syria. I think we should be considering the Et je pense que nous devrions tirer les leçons de cela, mais nous ne le faisons pas. Et je crois que la raison principale tient vraiment à la singularité du président Trump, qui a détruit tout processus politique. Les politiques sont désormais dictées par ses caprices, qui sont très imprévisibles. Il conclut des accords sans aucun texte. Rien n'est consigné par écrit. Il se sent libre de rompre les accords que tout le monde pensait acquis dès qu'il en a envie. Nous le voyons actuellement avec le démantèlement du soi-disant accord commercial avec l'Union européenne, où il menace désormais d'imposer des droits de douane et des sanctions supplémentaires. Ainsi, nous nous isolons et apparemment, nous prenons plaisir à le faire. Personne d'autre n'est vraiment satisfait de ce que nous faisons. Ceux qui dépendent de nous essaient de se prémunir contre notre éventuel refus de leur venir en aide. Ceux qui ne dépendaient pas de nous subissent également des menaces. Et au lieu de diplomatie et de gestion des alliances, nous assistons à l'équivalent d'un système de racket. En gros, du chantage sous prétexte de ne pas faire à quelqu'un ce que vous l'avez menacé de faire, ou de l'empêcher de faire quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse. Nous sommes donc essentiellement devenus un État voyou, de plus en plus isolé sur la scène internationale et apparemment satisfait de cette situation. Je pense que c'est le pire moment pour adopter l'auto-isolement, car d'un autre côté, si l'on regarde les États-Unis et la Chine, ils ont des attitudes totalement différentes. La Chine fait tout pour avoir plus de partenaires et renforcer ses liens avec d'autres pays. Les États-Unis prennent la direction opposée sous l'administration Trump avec leur politique tarifaire. Ils vont même jusqu'à s'opposer à l'Inde avec des droits de douane de 50%, soi-disant à cause de la guerre par procuration en Ukraine. Et le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a déclaré que c'était la guerre de Modi. C'est incroyable ce qui se passe à Washington. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est très contre-productif. Je pense que là où ça mène, Nima, tu sais, ça prendra du temps. Mais je pense que les États-Unis sont vraiment en train de s'isoler de tous les autres pays du monde, y compris de nos voisins immédiats, le Canada et le Mexique. Et bien sûr, dans les Caraïbes, nous montrons maintenant nos muscles avec des démonstrations
au large des côtes du Venezuela. Donc, je pense que cela aboutira à ce que le reste du monde s'unisse contre nous. Et il y aura un rôle majeur pour le leadership chinois dans tout cela. Pourquoi? Non pas parce que la Chine le souhaite, mais parce que tous les autres ont besoin de la Chine comme contrepoids face à nous. Nous créons donc une situation dans laquelle le monde sera divisé entre les États-Unis et tous les autres. Je ne peux pas imaginer une direction stratégique plus insensée que celle-ci. Mais c'est clairement là où nous allons. Peut-on dire que l'objectif le plus important des États-Unis ou de tout l'Occident avec les Européens en Ukraine est qu'ils sont en quelque sorte prêts à sacrifier l'Inde, la Chine, tout le monde, même le Brésil, pour cette cause? Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que ce soit très rationnel. Je crois franchement qu'il s'agit du caprice du président, qui est, selon tous les critères psychologiques, un mégalomane. Il évalue tout en fonction de l'impact personnel que cela a sur lui. Ainsi, son ami Jair Bolsonaro a des ennuis avec la justice au Brésil, et il punit donc le Brésil pour soutenir son ami. Pourquoi? Parce que ce que son ami a fait ressemble beaucoup à ce qu'il a lui-même fait. Le 6 janvier aux États-Unis trouve son parallèle avec ce qui s'est passé à Brasilia après l'élection. Donc je pense que c'est une affaire personnelle. Je pense que la question avec l'Inde est aussi en partie personnelle. Il est très frustré de ne pas pouvoir contraindre les Russes à faire ce qu'ils veulent. Ils ont leurs propres intérêts et ils les poursuivent. Il veut qu'ils capitulent. Il a plaidé pour un cessez-le-feu, ce qui n'avait aucun sens. Et maintenant, il affirme avoir abandonné cette position, mais il a simplement refilé habilement la question de l'Ukraine aux Européens en disant « Eh bien, vous savez, je ne veux pas d'une guerre en Ukraine. » C'était la guerre de Biden, ou celle de Modi, ou la guerre de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Encore une fois, son intérêt personnel passe avant tout le reste. Et il dit aux Européens, « D'accord, vous voulez faire la guerre? Très bien, je vous vendrai les armes. Vous pouvez me payer. Je vous vendrai les armes pour soutenir l'Ukraine, ce qui est bien sûr absurde. » Et je remarque que les Européens eux-mêmes n'ont pas encore pris la mesure de tout cela. Tous les sondages en Europe montrent que 2/3 des Européens ne veulent pas envoyer de forces de maintien de la paix en Ukraine. Les Russes tueront ces casques bleus s'ils arrivent sans paix. Et il n'y aura pas de paix tant qu'il y aura des troupes étrangères stationnées en Ukraine. Donc, les Européens ne sont pas aussi stupides que certains pourraient l'imaginer. Ils le comprennent, mais leurs élites, ceux qui les dirigent, ignorent l'opinion populaire, tout comme Trump ignore l'opinion populaire, tout comme Jair Bolsonaro ignorait l'opinion populaire. Parfois, Lula ignorait l'opinion populaire. Vous savez, il y a un fossé assez large et qui s'élargit entre nos dirigeants et le peuple. Nous essayons donc de trouver une raison stratégique, rationnelle, à l'aliénation du Brésil, de l'Europe, de la Chine, de l'Inde par l'administration Trump, ainsi qu'aux attaques contre l'Iran en collusion avec les Israéliens. Vous ne trouverez pas de raison stratégique ici. Tout cela relève de sentiments personnels et de l'ego de M. Trump. Aujourd'hui, Kaja Kallas a publié un message sur X. Elle affirme que l'UJAPOV a déjà formé plus de 80 000 soldats ukrainiens et qu'il se prépare à de nouveaux cycles de guerre contre la Russie. En ce qui concerne Donald Trump lui-même, il a déclaré qu'il envoyait plus d'armes, mais qu'il les payait. Voici ce qu'il a dit dans le Massachusetts. Ils n'ont pas payé les 2 et ils ont payé les 5. Donc comme vous le savez, nous vendons une quantité énorme d'équipements à l'OTAN. Nous ne dépensons pas d'argent, nous en gagnons. Mais je ne veux pas parler de gains. Je veux parler du fait que nous ne sommes plus impliqués dans le financement de l'Ukraine,
mais que nous essayons d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et finalement des milliards de dollars aux membres de l'OTAN, avec qui j'entretiens d'excellentes relations. Mais c'était un voyage incroyable. Donc ce sont eux qui financent toute la guerre. Nous ne finançons rien. Je pense que c'est un point important à souligner, car beaucoup de gens ne le comprennent pas. Oui, la combinaison de ce qu'a dit Kaja Kallas avec les propos de Donald Trump ne donne à personne l'espoir d'un règlement en Ukraine dans un avenir proche. Non, je voudrais souligner en ce qui concerne la formation des Ukrainiens, que l'OTAN a formé 780 000 Ukrainiens entre 2014 et 2022. Lorsque les Russes ont envahi, 780 000. C'était la taille de l'armée ukrainienne qui était prête à entrer dans le Donbass et à reconquérir cette partie de l'Ukraine qui s'était rebellée en raison de la politique linguistique et culturelle après le coup d'État de 2014. Donc, 80 000 stagiaires. C'est un certain effort, mais il faut remettre cela en perspective. Ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter assez vite, même avec la conscription forcée, en allant chercher des gens dans la rue, en les sortant des salles de classe, des bus et de chez eux, et en les forçant à rejoindre l'armée avec une formation minimale. Ils n'arrivent pas à répondre aux besoins en effectif pour tenir la ligne sur le champ de bataille. Donc c'est bien beau de dire que vous avez formé 80 000 personnes. C'est bien, je suppose. Mais cela ne va pas inverser la tendance en Ukraine. Et en ce qui concerne le président Trump, il parle comme si la guerre relevait de considérations mercenaires. La guerre est bien trop sérieuse pour être traitée comme une affaire commerciale. Qui gagne de l'argent ne devrait pas être le critère sur lequel fonder une politique en temps de guerre. Donc, comme je l'ai dit, il a simplement confirmé ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il a laissé la guerre en Ukraine aux Européens, et il l'a fait d'une manière qui profitera à Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing et tous les autres grands fabricants d'armes américains. Donc eux sont très satisfaits. Mais le peuple américain, lui, n'est pas content de cela. Et l'idée que d'une manière ou d'une autre, le but de la guerre soit mesuré par les profits des fabricants d'armes n'est pas quelque chose avec laquelle la plupart des Américains sont d'accord. Je ne sais pas ce que l'Europe peut encore sacrifier pour l'Ukraine. Medvedev a déclaré que si l'Autriche rejoignait l'OTAN, la Russie prendrait des mesures de rétorsion. Et il semble qu'il se passe quelque chose quand il parle ainsi. Pensez-vous que l'Autriche, après toutes ces années et le leadership remarquable dont elle a fait preuve en restant neutre, va maintenant prendre parti? Je ne pense pas que ce soit impossible à imaginer. La politique autrichienne est assez compliquée, et ils ont eu toute une série de gouvernements très à droite. Certains disent même néo-nazis. Je pense qu'il serait incroyablement imprudent de leur part de faire cela. La neutralité et l'indépendance vont de pair et leur ont été très bénéfiques depuis 1955. Ils risquent d'être à nouveau entraînés dans une guerre s'ils modifient leur statut de neutralité. En Allemagne, je remarque que l'Alternative für Deutschland, l'AfD, qui a été mise à l'écart par le Parlement allemand et la direction du gouvernement, est très opposée à cette guerre et à l'envoi de troupes en Ukraine. Et il semble gagner du terrain. Il y a donc une question. Les pays dont les dirigeants sont les plus enthousiastes à propos de la guerre pourraient voir leur direction remplacée par une opposition populaire. J'ai du mal à croire que l'Autriche abandonnerait l'excellente situation dont elle bénéficie depuis 70 ans. Est-ce que la situation, nous savons qu'en Europe,
il ne s'agit pas seulement de l'Autriche. Regardez ce qui s'est passé en Suisse, en Suède, en Finlande. Ce sont des États importants. Qui décide de ces choses-là? Qui tient les rênes, monsieur l'ambassadeur, en Europe? Qui a le dessus, dirais-je, si l'on met les États-Unis hors jeu en Europe? Well, that's a very good question. I mean, I don't think anyone is. Eh bien, c'est une très bonne question. Je veux dire, je ne pense pas que quiconque ait trouvé une réponse à la fameuse question de Kissinger. Si je dois appeler l'Europe, à qui dois-je parler? Quel est le numéro de téléphone? L'Europe reste désunie. Les Finlandais, enfin les Suédois, de manière très significative, ont rompu avec des siècles de neutralité lorsqu'ils ont rejoint la guerre du Golfe en 1990 et 1991 pour libérer le Koweït. Il s'agissait du premier déploiement à l'étranger qu'ils effectuaient depuis 2 siècles. Et ils ont entamé un lent processus d'adaptation et d'intégration à l'OTAN. Leur décision de rejoindre l'OTAN n'a donc pas vraiment été une surprise. C'était quelque chose qui se préparait depuis un certain temps. La décision des Finlandais d'en faire autant reflétait, je pense, plusieurs facteurs. Bien sûr, il y a eu plusieurs guerres finlandaises contre la Russie qui ont coûté à la Finlande la Carélie, aujourd'hui partie intégrante de la Russie, et les affinités avec les Estoniens, qui sont apparentés aux Finlandais et qui nous sont très utiles, constituent un bon exemple de la passion balte contre la Russie. Et je pense, vous savez, j'avais un ami qui faisait des affaires très importantes avec la Russie, cultivant des légumes en intérieur, dans des conditions hydroponiques. Et il n'osait pas dire à son père quelle était son activité à cause du sentiment anti-russe. Donc certaines de ces choses sont profondément ancrées. On peut voir cela en Pologne, avec l'antipathie traditionnelle des Polonais envers les Russes. Bien que les Polonais semblent réfléchir de manière assez rationnelle en ce moment, en reconsidérant leur position, ils vivent à côté de la Russie. Ils comprennent qu'ils vont devoir entretenir une relation décente avec la Russie dans leur propre intérêt. Donc je pense que l'Europe est encore en pleine tourmente. Elle ne s'est pas stabilisée. Elle n'a pas développé les institutions ni les personnalités pour répondre à votre question de savoir qui est aux commandes. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que le Royaume-Uni se rend en Arménie et qu'ils sont en train de signer un partenariat stratégique avec l'Arménie. Pourquoi ont-ils besoin d'être là-bas? Je ne pense pas qu'ils le fassent, mais il est évident que leur gouvernement n'arrive pas à dépasser son passé impérial. Il a été très fortement impliqué en Ukraine, principalement par l'intermédiaire du MI6, et a joué un rôle clé. Par exemple, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre, a fait échouer l'accord de traité préliminaire avec les Russes en 2022. Ainsi, la Grande-Bretagne continue de jouer un rôle plus important que son poids réel, pour ainsi dire, grâce à la qualité de ses services de renseignement, de son armée, et au fait que c'est un pays très civilisé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ici une véritable explication stratégique, si ce n'est l'habitude des Britanniques de manœuvrer contre la Russie, une habitude qui remonte à très longtemps, presque 2 siècles. Parce que j'ai parlé avec Miranda mardi. Il a dit que le gouvernement iranien avait essayé d'avertir l'Arménie de ce qui se passe là-bas. C'est la première fois que j'entends Miranda parler de cette façon. Il a dit que si l'Arménie essaye de couper l'Iran du Caucase du Sud, ils vont envahir la partie sud de l'Arménie. Eh bien, je pense que c'est là le danger. L'intervention d'une grande puissance ou d'une puissance moyenne dans des équilibres régionaux complexes peut les déstabiliser. Et j'espère vraiment que cela ne sera pas le cas dans le Caucase. Mais je sais qu'il y a eu une forte implication de l'Azerbaïdjan dans l'attaque israélienne contre l'Iran. Et nous avons donc cet exemple.
À ma connaissance, l'Iran n'a pas attaqué l'Azerbaïdjan. Mais même l'Iran, qui est assez patient, a sans doute ses limites. Presumably has its limits. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que l'Inde, à cause de ce que fait Donald Trump contre elle, soit d'une certaine manière contrainte de décider de son avenir? Car je crois que c'est un moment très important pour l'Inde. Elle doit choisir ce qu'elle veut devenir, car elle essayait de jouer sur les deux tableaux. Et maintenant, il s'agit de savoir quelle partie est la plus importante pour elle. Donald Trump les pousse vers la Chine. Ils essayaient de se positionner au centre, mais il semble qu'avec la pression exercée par Donald Trump, leur avenir sera principalement tourné vers l'Est. Well, they are making a pivot toward Pacific Asia. Eh bien, ils opèrent un pivot vers l'Asie-Pacifique. Je dirais que le geste le plus significatif de leur part est probablement le voyage de Narendra Modi au Japon. Car, comme je l'ai indiqué, le schéma qui se dessine est celui d'un Japon qui émerge comme leader en Asie-Pacifique au large de la Chine. Et la possibilité d'un partenariat nippo-indien a toujours existé. Elle a surtout été bloquée par la bureaucratie indienne, le protectionnisme indien et d'autres facteurs similaires. Mais si l'on y réfléchit un instant, le Japon est expert dans la fabrication de pointe, très précise et à forte intensité de capital. Par exemple, les armes, des armes très sophistiquées. Ce n'est pas un hasard si les Australiens se sont tournés vers le Japon pour acquérir de nouveaux navires de guerre. C'est un autre signe du rôle de leadership émergent du Japon dans la région. This is another indication of Japan's emerging leadership role in the region. It would be very natural for the Indians who have defense requirements. Il serait tout à fait naturel que les Indiens, qui ont des besoins en matière de défense et une industrie de défense nationale très en retard et insuffisante, mais une main-d'œuvre immense, d'énormes réserves de main-d'œuvre et des personnes très intelligentes au sommet de la société, bien éduquées, établissent un partenariat avec le Japon dans le domaine de la défense. Ce qui a empêché ce genre de coopération jusqu'à présent, c'est que les États-Unis avaient mis en place un système de hub and spoke, où le Japon était essentiellement le centre de l'activité américaine en Asie. Les pays asiatiques, ou les pays océaniens, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ou les pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, la Thaïlande ou l'Indonésie, n'avaient pas de relation directe entre eux ou avec le Japon dans le domaine de la défense et de la sécurité. Tout cela est en train de changer. Les Philippines, ancienne colonie américaine, restent très proches des États-Unis, sont très insuffisamment armées pour assurer leur propre protection et peut-être trop proches des États-Unis pour leur propre bien en cas de guerre entre les États-Unis et la Chine. Elles sont désormais très proches du Japon. Les Japonais exportent du matériel militaire au Vietnam ainsi qu'aux Philippines. Une coopération avec l'Inde aurait beaucoup de sens dans ce contexte. J'ai mentionné plus tôt que les Coréens semblent faire la paix avec le Japon. Les Australiens semblent considérer le Japon comme un partenaire plutôt que comme un ancien ennemi, en quelque sorte comme une alternative aux États-Unis, bien que seulement dans une certaine mesure. L'Indonésie est dans une situation similaire. L'Indonésie est, bien sûr, proche de la Chine, mais elle est aussi proche du Japon. Les Japonais sont fortement impliqués en Asie du Sud-Est, au-delà de Pirmam, Romanas, et Thaïswitha. In Thailand, and so forth. So, I think we're seeing new patterns emerge. Je pense donc que nous voyons émerger de nouveaux schémas, ou peut-être ne sont-ils pas si nouveaux. Si l'on regarde l'histoire de l'Asie avant l'arrivée de l'impérialisme et du colonialisme européen, il y a 500 ans, juste après, au tournant des 15e et des 16e siècles, le Portugal, je crois en 1519, a pris le contrôle de Macao en Chine. Les Espagnols sont arrivés aux Philippines peu de temps après, et les Philippines étaient en fait liées au Mexique et au Pérou à l'Empire espagnol dans l'hémisphère occidental. Mais avant cela, il y avait vraiment trois forces d'équilibre en Asie.
En Asie du Nord-Est, il y avait le Japon et la Corée, qui étaient très indépendants. Bien qu'ils aient eu une déférence culturelle envers la Chine, ils étaient très indépendants politiquement. Et ils ont en quelque sorte équilibré la Chine dans la partie nord-est de l'Asie. Dans la partie sud-est de l'Asie, il y avait un empire appelé Srivijaya. Avant cela, l'empire Chola. Ce sont des empires maritimes qui ont uni le sud de l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Là aussi, ils étaient très indépendants et entretenaient de bonnes relations avec la Chine. Bien sûr, la Chine était la puissance dominante dans la région. Mais je me demande si ce schéma n'est pas en train de se réaffirmer. C'est-à-dire que nous allons probablement voir un groupe d'Asie du Nord-Est beaucoup plus indépendant des États-Unis et bien plus connecté aux autres parties de l'Asie. De même, en Asie du Sud-Est, l'ASEAN s'affirme de plus en plus comme un contrepoids à la Chine, pas sur le plan militaire, car l'histoire asiatique n'est pas comparable à l'histoire européenne. La Chine n'est pas allée conquérir tous ses voisins comme les Romains l'ont fait, ou comme les Arabes ont ensuite conquis la Méditerranée. Les relations étaient plus distantes, plus polies, davantage économiques, technologiques et culturelles que militaires. Quoi qu'il en soit, je me demande si nous n'assistons pas à certains progrès vers une forme de réplique, à certains égards, de cette période pré-européenne en Asie. Donald Trump a été élu en partie en promettant qu'il mettrait fin au conflit aussi bien au Moyen-Orient qu'en Ukraine, ce qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, il parle d'un nouveau conflit en Amérique du Sud, en particulier concernant le Venezuela. Voici ce que la Maison-Blanche dit à propos de la situation là-bas. Derrière toi, Andrew. Allez-y. La presse, merci Caroline. Le déploiement militaire que le président Trump a envoyé en mer des Caraïbes, près des côtes du Venezuela, est massif. C'est bien plus que ce qui est nécessaire pour de simples opérations de lutte contre les stupéfiants. Le président Trump envisage-t-il de lancer des frappes militaires contre des installations ou des infrastructures militaires sur le sol vénézuélien? Je ne vais jamais anticiper le président concernant une action militaire ou des questions à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de nombreux pays des Caraïbes et de la région ont salué les opérations et les efforts anti-drogue de l'administration. Et le président est prêt à utiliser tous les moyens du pouvoir américain pour empêcher l'inondation de drogue dans notre pays et traduire les responsables en justice. Comme je l'ai déjà dit depuis ce pupitre, le régime Maduro n'est pas le gouvernement légitime du Venezuela. C'est un cartel narcoterroriste. Maduro n'est pas un président légitime. Il est le chef fugitif de ce cartel de la drogue. Il a été inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue vers notre pays. Il est de la plus haute responsabilité de ce président et de cette administration de prévenir le flux illicite de drogue dans notre pays et de protéger les citoyens contre ces poisons mortels. Reagan. Eh bien, je pense que j'ai 3 remarques. Premièrement, j'aimerais voir la liste des pays qui ont applaudi ce déploiement de force au large du Venezuela. Je ne connais aucun groupe de pays de ce type. Deuxièmement, en ce qui concerne la question des stupéfiants, il s'agit d'un problème lié à la demande et non à l'offre. Vous savez, il y a eu 2 cas dans l'histoire où un problème de stupéfiants, un grave problème de dépendance à la drogue, a été résolu. L'un d'eux s'est produit après la guerre de sécession, lorsque de nombreux soldats américains étaient dépendants à la morphine, le précurseur de l'héroïne, utilisé comme antidouleur, et se sentaient donc obligés de voler, cambrioler et faire d'autres choses pour obtenir de l'argent afin de financer leur dépendance.
Le deuxième exemple fut l'exportation britannique d'opium depuis l'Inde et le Moyen-Orient vers la Chine et la dépendance à l'époque de la seconde révolution chinoise en 1949, environ 10 millions de toxicomanes à l'opium en Chine. Les deux problèmes ont été résolus de la même manière, non pas en s'attaquant à l'offre, mais en arrêtant les toxicomanes et les trafiquants qui leur vendaient la drogue, et en forçant les toxicomanes à arrêter brutalement. C'est cruel, mais cela a fonctionné. Ainsi, l'idée que le problème de la drogue serait la faute de quelqu'un d'autre, plutôt qu'un problème d'addiction aux États-Unis, est une manière d'éluder la solution au problème. Et troisièmement, qualifier des pays étrangers de dirigeants illégitimes, les inculper pour divers crimes présumés, et ainsi de suite, ne convainc pas la communauté internationale de la validité de ces accusations. Je ne suis pas un partisan de Nicolás Maduro, ni de Chavez avant lui. Mais ce sont des produits de la politique vénézuélienne. Ils bénéficient d'un large soutien. Le Venezuela a été sévèrement sanctionné par les États-Unis. Il a été appauvri. Il a connu un exode massif de personnes cherchant asile ailleurs, y compris aux États-Unis. Et on ne peut pas gérer cela simplement en qualifiant quelqu'un de narco-terroriste et en affirmant que cela justifie une intervention. Je dirais que le dernier point que je voudrais soulever ici, c'est que toute cette opération contre le Venezuela inquiète tout le monde en Amérique latine à cause de la tradition d'intervention américaine et des nombreuses guerres que les États-Unis ont déclenchées dans l'hémisphère occidental. L'occupation de nombreux pays n'est pas un souvenir agréable, sauf peut-être en Haïti, où les choses étaient plus ordonnées lorsque les marines américains dirigeaient le pays. Mais les États-Unis ont une longue habitude, un long historique d'opérations de changement de régime, d'occupation et d'invasion, avec une liste assez fournie de pays concernés. Nous avons même créé un pays pour notre propre commodité, appelé Panama. Cette faisait partie de la Colombie jusqu'à ce que nous décidions qu'il devait être séparé, que nous puissions construire un canal. C'est donc quelque chose qui ravive de mauvais souvenirs en Amérique latine. Et vous savez, pour revenir à la situation mondiale, les États-Unis ne bénéficient plus du bénéfice du doute de la part de la plupart des pays du monde, ni de grand monde d'ailleurs. Et comme vous l'avez indiqué, la Chine essaie de se rendre sympathique auprès de tout le monde. C'est une énorme opportunité pour les Chinois. Si les États-Unis s'en inquiètent, nous ne devrions pas agir de cette manière. Peut-être que nous ne devrions pas nous en préoccuper, auquel cas nous devrions continuer à agir ainsi, et nous verrons les relations sino-vietnamiennes et sino-vénézuéliennes s'étendre à de nombreux autres pays. Maduro a déclaré que notre diplomatie est une diplomatie de dignité. Je ne sais pas s'il demande trop en souhaitant une meilleure relation avec les États-Unis. Pas le Venezuela, Cuba. Qu'est-ce que c'est? Quel est le principal problème entre ces deux pays? Supposons que l'Iran soit loin au Moyen-Orient. La Russie, c'est ceci. La Chine, c'est cela. Mais qu'en est-il du Venezuela et de Cuba? Je ne pense pas que le communisme soit le problème, car ce n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, il y avait 4 problèmes avec Cuba, dont 2 ont été essentiellement résolus, mais nous ne voulons pas le reconnaître. Le premier était que les Cubains avaient une présence soviétique sur leur territoire, et nous nous y sommes opposés pour les mêmes raisons que les Russes s'opposent à une présence de l'OTAN en Ukraine. Autrement dit, il s'agissait d'une menace pour les États-Unis de la part de notre principal ennemi, et c'est pourquoi nous avons affronté Cuba. Le deuxième problème avec Cuba était que Cuba exportait sa révolution. C'était un centre d'agitation internationale, avec des figures comme Che Guevara, qui est argentin, pas cubain, inspirant des personnes en Amérique latine à mener des révolutions de gauche d'une forme ou d'une autre.
Third problem was, of course, Le troisième problème était bien sûr le fait que les politiques cubaines étaient un échec et que la souffrance économique des Cubains ainsi que la répression politique poussaient beaucoup d'entre eux à risquer leur vie pour fuir à travers le détroit de Floride vers les États-Unis. En conséquence, nous avons acquis une importante population cubano-américaine qui reste obsédée par le renversement des autorités à La Havane. Le dernier problème était que certains des riches propriétaires à Cuba se sont fait confisquer leurs biens par le nouveau gouvernement, villas, fermes, etc., ce qui a engendré des litiges sur la propriété. Les deux premiers problèmes ont été résolus. Cuba n'est plus une garnison de l'Union soviétique et Cuba n'exporte plus la révolution. Cuba exporte désormais des médecins, ce qui est bien plus bénin. Mais nous n'avons pas résolu les deux autres problèmes, en grande partie parce que nous continuons de refuser d'engager un dialogue avec les Cubains ou d'entretenir une relation normale avec eux. or to have a normal relationship with them. This all spills over on Venezuela, because Venezuela Tout cela rejaillit sur le Venezuela, car le Venezuela a été le principal soutien de Cuba après le retrait et l'effondrement de l'Union soviétique. Le Venezuela a été la source de carburant pour Cuba. Il a été un marché et il a été un lieu majeur pour les activités cubaines, en particulier les activités médicales cubaines. Mais les Cubains ont également participé à la formation de l'armée vénézuélienne. On observe donc un axe entre La Havane et Caracas, un axe d'opposition aux États-Unis. Ensuite, bien sûr, il y a aussi des questions de pétrole, de nationalisation du pétrole, de mauvaise gestion du pétrole, de droits de l'homme, etc., qui suscitent des tensions. Mais Cuba continue d'être considéré comme un ennemi par les États-Unis, et le Venezuela est un ennemi par association. Venezuela is an enemy by association. L'Iran, c'est le 3. Vous parlez du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Ils évoquent le rétablissement immédiat des sanctions. Ils veulent réimposer des sanctions à l'Iran. Comment cela va-t-il influencer la situation des négociations? Il n'y a pas de négociation en cours entre l'Iran et les États-Unis, mais comment cela va-t-il influencer l'atmosphère? Well, it has a profound influence. Eh bien, cela a une influence profonde sur l'atmosphère. Two results. Cela a immédiatement produit deux résultats, deux réactions de la part de l'Iran. Premièrement, l'Iran ne considérera plus la possibilité de négocier avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Il écarte les Européens. Deuxièmement, il observe leur comportement à l'AIEA. S'il continue à encourager d'éventuelles résolutions contre l'Iran, l'Iran prendra de nouvelles mesures à leur encontre. Cela va approfondir la réorientation de l'Iran vers la Russie et d'autres pays, peut-être l'Inde. Et deuxièmement, bien sûr, le Parlement iranien a présenté une résolution visant à retirer l'Iran du traité de non-prolifération. L'adhésion au traité de non-prolifération est la seule raison pour laquelle l'Iran a permis la présence d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont maintenant de retour en Iran, mais uniquement à Bushehr, l'inspecteur civil de Bushehr. The civilian power reactor at Bushehr. Talks are ongoing, but it's pretty clear that what the Europeans Les discussions sont en cours, mais il est assez clair que ce que les Européens viennent de faire pousse l'Iran exactement dans la mauvaise direction, vers la construction d'une bombe. Et cela aide et encourage les voix en Iran qui soutiennent, surtout après les attaques surprises israéliennes contre l'Iran et l'intervention des Américains à leur côté, que l'Iran n'a d'autre choix que de fabriquer une bombe pour se défendre. Donc, je pense que ce que les Européens viennent de faire, ce qu'ils ont sans doute fait pour se donner bonne conscience auprès des États-Unis et d'Israël, est totalement contre-productif. Et quelles en seront les conséquences finales? Nous le verrons. what its final consequences will be, we will see. Ambassador, the situation in Gaza. Monsieur l'ambassadeur, concernant la situation à Gaza, nous avons eu une attaque israélienne contre un hôpital, puis ils ont attaqué de nouveau, tuant des journalistes.
Ensuite, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré « Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne tuons pas ces personnes intentionnellement. » Mais le porte-parole du gouvernement israélien a tenu un discours différent. Voici ce qu'il a dit. Une profession noble. Mais de nombreux journalistes ayant couvert les événements à Gaza, des soi-disant journalistes, ne sont en réalité que des terroristes portant un gilet de presse. Qui sont ces soi-disant journalistes? Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. No, this is a pack of lies by Israel. Let's review. C'est un tissu de mensonges de la part d'Israël. Voyons ce qui s'est passé. Il s'agissait d'une cage d'escalier au sommet de l'hôpital où les journalistes allaient régulièrement parce qu'ils pouvaient y capter un signal Wi-Fi. Ils tenaient donc tout leur téléphone en l'air pour faire leur reportage. Il y avait une caméra là-bas, appartenant à Reuters, qui diffusait en direct. Les Israéliens ont prétendu qu'il s'agissait d'une caméra du Hamas. C'est totalement faux. Ils s'en sont servis comme justification pour leur attaque. Ils surveillaient cet endroit avec des drones, ils savaient exactement qui était là, que c'était des journalistes, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils les ont attaqués et tués. Et puis, 10 minutes plus tard, 2 attaques, des attaques coordonnées, pas une seule, ont visé les premiers secours et d'autres journalistes venus couvrir l'événement. Donc, les mensonges ignobles qui sortent d'Israël sur ce genre de sujet ont totalement décrédibilisé les porte-paroles comme celui que vous venez d'entendre. Personne au monde ne croira ce que quelqu'un comme lui dit. Monsieur l'ambassadeur, avant de conclure, quel est votre sentiment sur la réaction de Washington face au prochain sommet de l'OCS? Je pense que ce nouveau sommet de l'OCS, celui qui arrive, est très important. Nous avons l'Iran, la Russie, l'Inde et la Chine réunis. Selon vous, quelle sera la nature des discussions qui s'y tiendront? Eh bien, je pense que la discussion sera malheureusement très centrée sur la manière de contrer les provocations effrénées des États-Unis, les volte-face du président Trump, qui a réussi à aliéner une grande partie du monde. Il n'a pas rendu sa grandeur à l'Amérique. Il a de nouveau fait de l'Amérique un pays méprisé, d'une manière qu'il avait déjà amorcée lors de son premier mandat. Mais les dégâts qu'il cause, tant sur le plan intérieur qu'à l'étranger, s'accumulent. Il s'agit donc d'un rassemblement de puissances eurasiennes, des pays majeurs très importants, des pays en pleine ascension ou en résurgence, si l'on veut, comme la Chine, l'Inde ou la Russie, ainsi que d'autres pays qui leur sont associés. Et ce qui se passe fait partie du processus auquel j'ai fait allusion plus tôt, dans lequel le reste du monde s'organise pour se débrouiller sans les États-Unis, pour conclure des accords qui en gros disent « Très bien, si les Américains veulent s'isoler, qu'ils le fassent ». C'est essentiellement la réponse qui se dessine. Nous avons donc les BRICS, qui constituent un regroupement de pays qui, je dois le dire, n'a pas encore tenu toutes ses promesses en matière d'élaboration de règles, de réduction des obstacles à la coopération entre ses membres, et ainsi de suite, mais qui a le potentiel de le faire. L'Organisation de coopération de Shanghai a en réalité été bien plus active dans la réduction des barrières commerciales et la promotion de la coopération, par exemple dans la lutte contre le terrorisme. Elle possède une dimension militaire que les BRICS n'ont pas. C'est très significatif. Par le passé, il y a eu des réunions dans des lieux comme Vladivostok, entre Chinois, Indiens et Russes, pour promouvoir ce que j'appelle un monde multinodal ou multipolaire, si vous préférez. J'aime le terme nodal, comme vous le savez, car les nœuds sont des points de jonction en 3 dimensions qui peuvent relier de nombreux éléments et qui peuvent se déplacer, pivoter et changer,
alors qu'un pôle n'est que l'extrémité d'une ligne bidimensionnelle, bien trop simple pour décrire le monde qui émerge. And far too simple to describe the world that is emerging. So we have basically the major powers of Eurasia. Nous avons donc essentiellement les grandes puissances de l'Eurasie qui se réunissent. Et je pense que le principal sujet sera comment faire face au protectionnisme américain, à la suffisance américaine, au mépris américain pour le droit. Par exemple, sur la question du Moyen-Orient, Gaza, l'autodétermination palestinienne, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils ne délivreront pas de visa aux Palestiniens pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU, où l'on s'attend largement à une quasi-unanimité en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Bien sûr, c'est plus symbolique que pratique. Mais tout de même, les États-Unis sont totalement isolés sur ce sujet, et nous commençons à l'être sur d'autres sujets également. C'est donc une étape vers une situation que, personnellement, en tant qu'Américain, je déplore profondément. Je n'aime pas voir mon pays devenir un paria, mais c'est la voie que nous empruntons. Become a pariah, but we are working on it. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. C'est toujours un grand plaisir. Well, thank you, Nima, for your efforts too. Eh bien, merci Nima pour vos efforts visant à apporter un peu d'équité et de vérité au débat public sur ces questions.